Dans la 2e année de mon veuvage, c'est-à-dire dans la 42e année de ma vie, dans cette fuite inavouée, je m'étais retrouvé à Monte-Carlo. Et c'est là que commencèrent ces 24 heures qui furent plus excitantes que tous les jeux et bouleversèrent mon destin pour des années. J'allais assez souvent au casino. Mon mari fréquentait volontiers les salles de jeu et je redonnais fidèlement vie à toutes ses habitudes anciennes. Un jour, mon mari, dont la passion particulière était la chiromancie, l'interprétation des mains, m'indiqua une façon particulière de les contempler. Il ne fallait jamais regarder le visage, mais uniquement la table de jeu, et plus précisément les mains des joueurs. On peut tout découvrir au spectacle de ces mains, à cette façon qu'elles ont d'attendre, de saisir puis de s'arrêter, car tous les flambeurs apprennent bien vite à dompter leur visage. En haut, au-dessus du col de chemise, ils portent le masque froid de l'impassibilité, mais parce que toute leur attention s'efforce convulsivement de maîtriser le visage, ils en oublient précisément leurs mains. À la seconde même où la boule de la roulette tombe dans sa petite encoche et où l'on annonce le numéro gagnant, là, à cette seconde précise, chacune de ces 100 ou 500 mains fait malgré elle un mouvement tout personnel, guidé par un instinct primitif. J'ai été, par cette prédilection de mon époux, habitué à contempler cette arène des mains, plus passionnante que le théâtre ou la musique. Seul, je fis donc, ce soir-là, mon entrée dans la grande salle. Je déambulai entre les tables et regardai d'une façon particulière la foule mêlée lorsque je vis, vraiment, j'en fus épouvanté, 2 mains, comme je n'en avais jamais vu encore, qui se mêlaient, s'unissaient en une lutte si violente que les jointures craquaient avec le bruit sec d'une noix qu'on fracture. C'étaient des mains d'une beauté très rare, d'une longueur, d'une finesse inhabituelle, et cependant tendues de muscles vigoureux. Toute la soirée je les ai alors observées, non contemplé ces mains extraordinaires, mais ce qui m'effaroucha, c'était leur fougue, leur expression folle et convulsive. Je le sus aussitôt. Un être investi tout entier par sa passion la concentrait à la pointe de ses doigts pour qu'elle ne le disloque pas lui-même. Et alors, à la seconde même où la boule dans un claquement sec tomba dans sa case et où le croupier annonça le numéro, les 2 mains s'effondrèrent soudain comme des bêtes qu'une même balle transperce. Elles retombèrent avec une expression de déception et d'agonie si foudroyante, si plastique, que des mots ne sauraient l'exprimer, car jamais encore, et jamais depuis, je ne vis de mains si éloquentes. Elles restèrent sur le tapis vert, telles des méduses échouées au bord de l'eau. Puis l'une d'elles, la droite, releva péniblement ses pointes, tremblantes, se retira, pivota sur elle-même et soudain saisit nerveusement un jeton qu'elle fit rouler irrésolue entre la pointe du pouce et de l'index comme une petite roue. Puis elle se cabra d'un coup, comme une panthère qui fait le gros dos, et lança, non, cracha littéralement le jeton de 100 francs sur la case noire. Aussitôt, comme sur un signal, la main gauche, endormie et désœuvrée, s'anima, rampa jusqu'à sa sœur, tremblotante comme épuisée d'avoir lancé le jeton. Toutes 2 étaient désormais unies, frémissantes, frappant la table de leurs articulations sans bruit. Non, jamais je n'avais vu des mains aussi extraordinairement éloquentes, 2 mains inouïes que je dévorais des yeux comme ensorcelé. Enfin, je n'y tins plus. Il fallait que je voie le visage auquel ces mains magiques appartenaient, et mon regard craintif remonta lentement le long des manches jusqu'aux épaules frêles, et là encore, je sursautai.